ben, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour parler d'architecture et notamment de clean architecture dans le web, sujet qui me passionne depuis quelques temps. Et donc on va voir ensemble un peu en quoi le web peut poser problème aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre en place une architecture. Et donc on fera un petit peu de théorie rapidement sur le qu'est-ce que c'est que la clean architecture, mais surtout on regardera comment mettre cette architecture en pratique dans une application front-end avec un peu de live coding si le temps nous le permet. Alors, le web. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le web évolue très vite. Moi, ça fait quelques années que je fais des sites web et quand j'ai commencé, on utilisait un peu les moyens du bord avec de la mise en page, avec des tableaux HTML, un petit peu de CSS, ce qui avait disponible. On n'avait pas encore CSS3, on avait les vieux outils CSS. JavaScript était un peu tout récent. Ce qu'on faisait surtout à l'époque, c'était utiliser jQuery et puis faire du câblage de plugins jQuery. Et l'écosystème n'a un peu plus rien à voir aujourd'hui. Et on est à peu près sûr que dans quelques années, même quelques mois, l'écosystème va encore évoluer. Alors si cet écosystème évolue, c'est d'une part parce que les usages évoluent. Les utilisateurs utilisent de plus en plus leur téléphone pour accéder au web. On veut pouvoir utiliser des infrastructures réseau de plus en plus performantes ou au contraire pouvoir profiter de l'expérience utilisateur sur un réseau dégradé et donc mettre à disposition de nos utilisateurs des modes offline ou au moins limiter l'utilisation de la bande passante. Et donc, on a plein de techniques qui sont démocratisées. On essaye de faire du rendu côté serveur, un peu comme on faisait il y a quelques années. On essaie de faire du rendu côté serveur et client. On essaye de faire du lazy loading pour essayer de charger que partiellement les bouts de page qui nous intéressent. Les outils de build aussi ont évolué. Quand on faisait du jQuery à l'époque, on avait simplement besoin de minimifier nos fichiers et éventuellement de les concaténer. Et généralement, on n'avait pas grand-chose pour automatiser. Et donc, au fil de temps, il y a plein d'outils qui sont arrivés pour nous faciliter la vie. On utilise des langages aussi maintenant au-dessus de JavaScript qu'on a besoin de compiler. Et donc, on voit que l'écosystème est vraiment très riche et qu'il évolue en permanence pour répondre à nos problématiques. Et c'est le cas aussi des frameworks qui évoluent tout le temps. Même si ces dernières années, ça s'est un petit peu stabilisé avec les trois gros frameworks React, Vue.js et Angular, on voit quand même que l'écosystème bouge et évolue très vite. Alors, le fait que l'écosystème évolue rapidement, on a ce qu'on appelle l'état de l'art, la bonne manière de faire les choses selon la communauté, qui va évoluer. Et donc, nous, en tant que développeurs, on va essayer de tendre vers cet état de l'art. Et pour tendre vers cet état de l'art, on va devoir se former un petit peu en permanence pour apprendre à utiliser des outils, des nouvelles pratiques ou même des nouveaux frameworks. Donc, ça a déjà un coût de formation qui peut être important. Et au-delà de ça, on a déjà des applications qui tournent en production, qui utilisent des techniques ou des frameworks qui sont plus dans l'état de l'art. Et donc, on va plutôt parler de dette technique, de legacy. Et il va falloir migrer nos applications. On peut avoir parfois des coûts de migration qui vont être importants. Et surtout, on va être un petit peu en permanence en train de migrer. J'ai encore eu le cas il y a pas longtemps, une application qu'il fallait migrer de Angular 8 vers Angular 11. Et ben, après quelques jours de migration, Angular 12 est sorti. Et donc, quand il a fallu annoncer au chef de projet qu'on allait devoir remigrer l'application, forcément, il était un petit peu réticent. Alors, même si je grossis un peu le trait parce que c'était des migrations plus légères, migrations plus simples, je sais très bien qu'à l'avenir, il y aura une autre migration sur un autre outil, une autre librairie utilisée, qui aura sûrement des impacts assez importants sur la base de code, et donc on aura des coûts de migration importants. Cet apprentissage un petit peu permanent, d'un côté, je suis à l'aise avec parce que ça fait partie du métier. Dans notre vie de développeur, on se doit d'apprendre un petit peu en permanence pour essayer de progresser et essayer d'atteindre une expertise métier, essayer de maîtriser notre métier. Et donc, je suis complètement à l'aise d'apprendre en permanence pour progresser sur ce que je sais déjà ou même découvrir des choses que je connais pas. Et là où je suis pas du tout à l'aise, c'est quand je dois réapprendre complètement une partie de mon métier que j'avais déjà appris et dont je ne vais pas pouvoir capitaliser sur mes connaissances.
première chose que je peux faire pour limiter ce phénomène, bah, ça va être de ne pas me précipiter sur les nouveaux outils, le nouveau framework, mais de plutôt attendre de voir comment la communauté réagit avec l'apparition de nouveaux outils et d'attendre pour l'utiliser une fois que son usage aura été démocratisé. L'autre manière aussi, ça va être peut-être d'essayer de faire évoluer des outils existants plutôt que créer des nouveaux outils en permanence et d'essayer donc de faire évoluer des choses qui existent pour, euh, pour pouvoir tout réapprendre, mais simplement réapprendre une petite partie de l'outil que je connais déjà. Et la dernière possibilité, bah, ça va être de se reconcentrer sur notre cœur de métier. En fait, si on regarde un petit peu ce qu'on fait dans notre vie de développeur, c'est pas juste utiliser des frameworks et des librairies, même si c'est vrai que des fois ça peut être cool. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'essayer d'apporter de la valeur à nos utilisateurs et d'essayer de produire des applications de qualité qui vont répondre à un besoin utilisateur. Et pour pouvoir produire ces applications de qualité, on va avoir besoin de répondre à 3 critères. Un critère de maintenabilité, ça veut dire est-ce que quand je vais revenir sur mon code, je vais pouvoir continuer à comprendre ce que j'avais voulu dire à l'époque, ou même quand l'équipe va changer, quand il va y avoir des nouveaux développeurs, est-ce qu'il va y avoir des coûts de formation importants pour qu'ils puissent être capables de contribuer dans la base de code. On a un autre critère qui va être la testabilité. On veut absolument pouvoir tester notre application pour pas déployer en prod des bugs sur les nouvelles fonctionnalités, mais pas non plus avoir des régressions et introduire des bugs sur d'anciennes fonctionnalités. Donc pour ça, bah, on peut essayer d'automatiser les tests. On peut aussi utiliser des pratiques de développement de tests modernes comme le TDD. D'ailleurs, il y a une session qui est planifiée jeudi, je crois, pour Alpecraft, pour ceux que ça intéresse et qui veulent découvrir un peu plus le TDD. Et le dernier critère, qui va être critère d'évolutivité. On ne veut pas avoir à recommencer le développement de notre application complètement dans quelques années, soit parce que l'ajout d'une fonctionnalité devient tellement complexe et que le moindre changement dans la base de code impacte des régressions ou des effets de bord de partout, soit parce que les frameworks et outils ont tellement évolué qu'on considère que c'est plus simple de tout réécrire que de chercher à migrer. Et donc, bah, si on regarde un petit peu ces critères pour développer des applications de qualité, ça va être vrai quel que soit le type d'application. C'est vrai si on fait du back-end, du mobile ou du front-end. Et quand on fait du back-end, eh ben, on a pas mal de techniques ou de manières qui nous sont mises à disposition pour essayer de répondre à ces objectifs. Et côté front-end, bah, il y a des choses qui existent, mais pas tout à fait les mêmes qu'en back-end. Et en back-end, il y a notamment la clean architecture qui s'est pas mal développée ces dernières années. Mais malheureusement, il n'y a pas encore grand-chose côté front-end. Il n'y a pas grand monde qui a essayé de s'y aventurer. Et donc, c'est ce qu'on avait essayé de faire lors de ma précédente mission avec Rémi et Christophe, qui sont ici aujourd'hui. Et donc, bah, l'objet de cette session, c'est de vous montrer que c'est possible d'implémenter la clean architecture côté front-end, et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Avant de voir du code, je suis obligé de vous faire un peu de théorie sur la clean architecture pour introduire ceux qui connaissent pas, mais je vais pas trop m'attarder. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous renseigner. Il y a plein de littérature sur le sujet. On va essayer de survoler pour passer à du concret plutôt. Et donc la clean architecture, c'est une architecture qui a été mise au point par Robert Martin dans un bouquin qu'il a paru en 2017, qui s'appelle La clean architecture. Et dans ce bouquin, il s'est appuyé sur ses 50 ans d'expérience dans le métier, dans lequel il s'est rendu compte que les outils et les frameworks évoluaient beaucoup. C'est ce qu'on a vu ensemble sur le web, on a vu que ça évoluait beaucoup et que ça va continuer d'évoluer. Alors que la manière de coder, elle est restée stable depuis presque le début de l'ère du développement. Et donc, si la manière de coder reste stable, eh ben, on peut très bien s'appuyer sur des choses qui fonctionnent. Et ce qui fonctionne, eh ben, c'est des choses qui ont été mises au point depuis quelques années, comme notamment l'architecture hexagonale ou l'architecture en oignon. C'est de s'appuyer sur des principes de développement comme les principes solides, d'utiliser des design patterns. Et donc, dans son bouquin, en fait, il a rien révolutionné. Il a simplement remis un petit peu au goût du jour toutes ces pratiques de développement qui fonctionnent et qui sont utilisées déjà depuis longtemps. Et donc, il a appelé ça la clean architecture.
Et si jamais vous connaissez un petit peu ces architectures hexagonales en oignon ou ces principes de développement solide, ben, en fait, vous allez pas forcément découvrir quelque chose de nouveau. C'est simplement une modernisation de toutes ces pratiques. Et si jamais vous connaissez pas, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans la clean architecture, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'on va essayer de séparer les, les, on va essayer de séparer en différentes couches, avec une couche qui aura une seule responsabilité. Et dans cette séparation, on va essayer de découpler les fonctionnalités métiers. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on fait cette application, à quelle problématique elle répond. On va chercher à le découpler par rapport aux outils, aux frameworks qu'on va appeler infrastructure. Donc on va essayer de séparer en deux couches. Une couche qu'on va appeler domaine, qui contient nos règles métiers. C'est les stratégies, les politiques de l'application. Donc pourquoi est-ce qu'on fait cette application? Qu'on sépare, qu'on essaie de découpler par rapport à l'infrastructure, qu'on parle plutôt de mécanisme de livraison. C'est comment est-ce que notre application va être accessible à l'utilisateur. Et donc dans ce découpage en couches, il y a plusieurs couches qui sont préconisées par la clean architecture, mais c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est bien réussir à visualiser cette séparation des règles métiers par rapport à l'infrastructure. On a aussi 5 règles qu'on va essayer de garder en tête pour pouvoir coller le plus possible à notre architecture. Et dans ces règles, on va surtout parler d'indépendance. Donc notamment l'indépendance du framework. On a vu que le framework allait évoluer. Alors même si le framework il va nous faciliter la vie, il va nous apporter pas mal d'aide, on va essayer de s'en méfier dès qu'il va essayer de nous contraindre ou nous forcer dans une direction. On doit vraiment le voir comme une aide. Et s'il ne nous aide plus, on va essayer de s'en méfier, on va essayer de le mettre au bord de notre application et de le voir presque comme un détail de notre application. On veut aussi que notre application elle soit testable. C'est ce qu'on a vu dans les règles les objectifs pour produire des applications de bonne qualité. On veut que notre application elle soit testable et surtout, on veut tester nos règles métiers indépendamment de l'interface graphique, indépendamment de la manière dont on récupère nos données et indépendamment de la plateforme. Et éventuellement, on veut utiliser des pratiques de tests modernes comme le TDD. On veut aussi être indépendant de l'interface graphique. Et indépendant de l'interface graphique, ça veut dire que si on change un petit peu des éléments de notre interface web, on ne doit pas revenir sur nos règles métiers. Même dans l'absolu, on peut changer la manière dont on expose notre application. Si aujourd'hui on fait du web mais que demain on va faire du mobile ou même une interface en ligne de commande, les règles métiers vont rester identiques. Si on prend le cas d'une application e-commerce, le fait d'ajouter un produit au panier, c'est la même chose qu'on soit en web, en mobile ou n'importe quelle autre interface graphique. Et donc, on doit être indépendant de l'interface graphique. On doit être aussi indépendant de la base de données. Donc, dans le front-end, on n'a pas forcément de base de données directement, mais on a des sources pour notre donnée. On peut récupérer notre donnée de la mémoire ou d'un state management ou du local storage ou même d'une API REST. Et en fait, ce qu'on dit ici, c'est qu'on se fiche de la manière dont on récupère la donnée dans notre application. On veut pouvoir faire évoluer la manière dont on récupère nos données, mais on ne doit pas impacter les règles métiers. Et enfin, finalement, on doit être indépendant de tout agent externe. Les règles métiers n'ont pas conscience de ce qui se passe autour. Et l'extérieur de notre application peut évoluer et on ne doit pas impacter notre application. Alors, on va voir un petit peu les différentes couches préconisées par la clean architecture. Mais encore une fois, le plus important, c'est de bien visualiser cette séparation des règles métiers par rapport à l'infrastructure. Et pour bien comprendre un petit peu ces différentes couches, à quoi ça correspond, je vous propose de regarder tout de suite une application front. Alors, notre application dont on va s'intéresser ici, c'est une application de prévision météorologique qui nous offre une liste de villes prédéfinies qu'on peut configurer. Et pour chaque ville, on va pouvoir récupérer une prévision météo soit jour par jour, donc une vue simplifiée, soit heure par heure. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le domaine de notre application, le métier de notre application, c'est de récupérer des prévisions météorologiques pour une ville. Et si on regarde notre code,
Donc ici, j'ai une application que j'ai séparée en plusieurs modules NPM pour bien dématérialiser cette séparation en différentes couches. Dans une application concrète, c'est pas forcément nécessaire. Ici, c'est juste à des fins de démo. Et donc, on va commencer à s'intéresser par les couches du domaine. Donc, si je reviens sur le slide, couche domaine, c'est les couches internes qui va regrouper une couche entité et une couche use case. Alors, la couche entité, c'est une couche qui va modéliser notre métier. Donc là, dans le cadre de mon application de prévision météorologique, je vais avoir des prévisions jour par jour, avec des températures, un type de météo. Je vais avoir aussi des villes avec un nom de ville, une position géographique. Et donc tout ça, c'est ce qui va permettre de modéliser mes règles métiers, modéliser mon domaine. Donc ça, c'est la couche la plus interne. Ensuite, on a la couche use case qui fait toujours partie de la couche domaine. Et cette couche use case, on peut le voir un petit peu comme un service qui va faire qu'une seule chose. Un service qui va essayer de représenter un cas d'usage, une unité fonctionnelle, et on peut même essayer de voir un use case comme une user story. On peut essayer de faire la traduction une user story, un use case. Et ce use case, il va orchestrer le flux de données vers et depuis les entités. Donc si on regarde un use case, à quoi ça ressemble, déjà, on voit tous nos use cases, on voit toutes les fonctionnalités de l'application. Ça, c'est déjà quelque chose qui est intéressant parce que on voit ce que l'application fait. On parle d'architecture hurlante, une architecture qui crie ce qu'elle fait, et donc on voit tout de suite quelles sont les fonctionnalités de notre application. Et si on regarde par exemple le use case qui permet de récupérer la météo journalière d'une ville, et ben notre use case, il va faire qu'une seule chose, récupérer la météo d'une ville, et notre use case, il va s'appuyer sur des abstractions. Donc ici, Weather Repository, c'est une interface. Donc, on définit des stratégies ici, on définit des politiques, mais à aucun moment on dit comment on va le faire. Donc, dans notre use case, on dit qu'on va récupérer la prévision météorologique d'une ville, mais on ne dit pas comment on va le faire. On ne dit pas que ça va être via un client HTTP ou en mémoire ou n'importe. On dit juste qu'on veut le faire. On définit une politique. C'est pour ça qu'on s'appuie sur des abstractions. Alors, je vais essayer d'agrandir parce qu'on ne voit pas grand-chose. Et donc, dans mon use case qui s'exécute, je vais avoir un premier paramètre qui est les commandes pour exécuter mon use case et un deuxième paramètre que je vais utiliser pour notifier les couches supérieures du déroulement de l'exécution du use case. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que je vais notifier que la météo est en train de charger. Et puis plus tard, je vais notifier que la météo a été chargée et voici je vais me préciser quelle est la météo de notre ville. Et donc, la présentation, ce paramètre de présentation, c'est aussi une abstraction. Je dis pas comment ça va se concrétiser. Je dis pas que afficher un indicateur de chargement, ça va être un icône de chargement qui va s'afficher en gros ou juste un message qui va s'afficher. Je définis juste une politique, une stratégie. Je dis que je veux le faire, mais je dis pas comment. Donc voilà notre use case. Et pour vous prouver un petit peu que le domaine, il ne dépend pas de framework, il ne dépend pas de librairie, c'est juste du code. Si on regarde un petit peu les dépendances de mon domaine, eh ben, j'ai pas de dépendance. C'est vraiment que du code. Alors, j'utilise du TypeScript parce que c'est plus facile, ça apporte des avantages, mais c'est pas nécessaire. Et donc, les seules dépendances que je vais avoir, c'est des dépendances de développement pour pouvoir compiler TypeScript et mon framework de test que j'utilise ici, Jest. Mais donc, pas de librairie ni framework. Ce qui fait que bah, dès que je vais avoir une librairie qui va évoluer, j'aurai jamais besoin de revenir sur le domaine. Mon framework évolue, très bien, mais le domaine, lui, sera pas impacté, puisqu'il ne dépend pas du framework. Ensuite, si on continue à remonter dans les couches, on va arriver dans les couches dites d'infrastructure, qui contient deux parties. Une couche qu'on appelle adapters et la couche qui contient nos frameworks, nos librairies. Alors, la couche adapters, c'est une couche qui va être responsable de faire la conversion des données au format attendu par les use cases des entités vers l'extérieur. Donc,
Adapters, il va traduire le monde extérieur vers notre domaine de l'application. Dans notre application, à quoi ça correspond? Eh ben, en fait, on va retrouver des classes concrètes. Par exemple, tout à l'heure, on avait vu le Weather Repository, qui était une interface. Et bien, dans la couche Adapters, on va adapter notre interface, on va la rendre concrète en disant que récupérer la météo, en fait, je le fais en utilisant un client HTTP, en utilisant un web service qui s'appelle 7Timer. Et donc, je vais convertir le format de données de 7Timer vers le format de données de mon application. Donc, j'ai un adapters pour toutes mes interfaces. C'est le cas de Weather Repository. C'est le cas aussi j'ai un repository pour récupérer mes villes. Et ben, dans mon application ici, je me suis dit que les villes, je pouvais le faire en mémoire pour commencer. Et le jour où je veux utiliser une API REST, et ben, j'aurais juste à fournir une autre implémentation à mon interface et le métier ne change pas. L'application va évoluer sans que j'ai eu besoin de modifier le domaine. Ce qu'on trouve aussi dans la partie adapters, c'est l'utilisation d'un pattern. Alors moi j'ai choisi le model view controller présenteur, mais là on peut utiliser en fonction de nos usages, de notre contexte. J'utilise un pattern qui va me permettre de rendre accessible mon domaine à mon framework front. Et donc je vais trouver des contrôleurs. Donc par exemple j'ai un contrôleur ici, City Controller, qui va me permettre de déclencher mon use case. Donc le use case, je l'exécute en passant un premier paramètre qui est les requêtes, la commande pour exécuter le use case, et un deuxième paramètre qui est une implémentation de mes interfaces de présentation. Donc, si on se rappelle, dans le use case, on passait une interface, par exemple retrieve daily weather présentation, et cette interface, elle avait un display loading weather et un display daily weather. Et bien ici, je rends concret cette interface, en disant que lorsque on demande d'afficher un indicateur de chargement, je mets à jour un objet viewModel pour dire qu'il faut afficher l'indicateur de chargement. Et donc, ça représente un petit peu l'état de ma page, l'état de mon composant que j'utiliserai dans la partie framework. Et si justement on essaye d'aller dans les couches au-dessus, hop, donc la couche au-dessus, les couches framework, la couche plateforme, dans lequel on va vouloir en fait écrire le moins de code possible, parce que c'est du code qui va être volatile et c'est du code qui va être difficilement testable. Donc forcément, moins on a de code, plus la migration sera facile et moins on aura besoin de tester puisqu'il y a moins de code. Mais néanmoins, cette couche, elle est indispensable parce que les frameworks qui font des choses qui sont très pratiques, on n'a pas envie de réinventer la roue. Et donc, si on regarde la partie framework, j'ai ici une application Angular dans lequel je vais écrire du code de glue, donc du glue code, du code qui va me permettre de brancher mes couches internes à mon application Angular. Et par exemple, Angular, il y a quelque chose qui est pas mal à utiliser, c'est le mécanisme d'injection de dépendance dont je vais utiliser. Donc je vais coller mon domaine au système d'injection de dépendance d'Angular. Donc par exemple, je vais dire d'injecter des city repositories quand j'en ai besoin, et l'implémentation à utiliser, c'est l'implémentation mémoire. Comme ça, si demain je veux changer et dire que je veux utiliser un client HTTP, j'aurais juste à changer ici, dire maintenant utilise cette nouvelle implémentation. Donc ici, je déclare toute mon injection de dépendance, et dans mon composant, je crée un composant dans lequel je vais m'injecter mon contrôleur, le contrôleur de la couche adapteur. Au chargement du composant, je vais demander à charger la météo. Le use case va se déclencher, la présentation va se mettre à jour, le view model va se mettre à jour. Et donc, dans mon framework, je vais pouvoir m'abonner au changement sur le view model. Et à chaque fois que le view model va changer, je vais lui demander de mettre à jour le template. Ça, c'est quelque chose que le framework sait bien faire, la mise à jour du DOM en utilisant du templating. J'ai envie de m'en servir parce que c'est quelque chose qui fait bien pour moi. Et là, pour le coup, il m'aide. Et donc, je ne vais pas essayer de réinventer la roue. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que mon framework, en fait, il fait plus grand-chose. Mon composant, il fait plus grand-chose. Il fait simplement déléguer l'exécution de use case à des couches plus basses. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si je veux changer de framework, en fait, ça se fait assez bien.
la seule chose que je dois faire, c'est instancier mon domaine, donc ce que je fais ici. Donc là, je passe dans une application React et j'utilise React cette fois-ci pour mes composants. Donc, si je regarde le site composant, donc celui qu'on regardait dans Angular tout à l'heure, là, cette fois, je vais me câbler au système de détection de changement du framework et je vais utiliser le templating du framework pour, pour faire évoluer, pour mettre à jour le DOM. Et donc, on voit que la partie composant fait plus grand chose. Ok. Donc ça, c'était un peu pour la partie présentation, comment on implémente ça dans une application. Et ce que je vous propose, ça va être d'ajouter en live une nouvelle fonctionnalité en s'appuyant sur TDD pour vous montrer que faire du test, ça devient un jeu d'enfant quand on a mis en place ce type d'architecture. Alors, la fonctionnalité qu'on va implémenter, en fait, on a eu nos utilisateurs qui nous ont fait remonter un besoin d'afficher la prévision météo d'une ville qui a été mise en favori. Donc, ils voudraient en fait en un coup d'œil voir quelle est la météo de leur ville préférée. Et donc, ils peuvent choisir leur ville préférée comme ceci. Et donc, on a ici, si on choisit Grenoble comme ville préférée, on veut afficher la météo tout de suite. Alors, pour faire ça, comment on fait? Donc, déjà, on va commencer par la partie domaine. On va implémenter nos règles métiers. On va implémenter la logique métier. Et tout à l'heure, je vous ai dit, le use case, on peut le voir un petit peu comme un équivalent d'une user story, un peu l'équivalent d'une unité fonctionnelle. Et en fait, on va commencer par là. On va dire qu'on a une nouvelle fonctionnalité qui est de afficher la météo de la ville en favori. Et on va commencer par les tests parce que on veut écrire en TDD. Donc, pour ceux qui connaissent pas le TDD, tout simplement, en fait, on va commencer à écrire le test et on va ensuite on va faire l'implémentation et on va faire évoluer notre implémentation. On va refactorer pour essayer d'améliorer notre code en ayant le test qui soit toujours vert. Donc, j'ai créé un fichier de test qui correspond à notre use case, le use case qui récupère la météo de la ville en favori. Et mon use case, il va faire plusieurs choses. Donc déjà, il va notifier si jamais j'ai pas de ville en favori. Je vais avoir une notification comme quoi il n'y a pas de ville en favori lorsque j'ai pas de ville en favori. Je veux aussi avoir une notification de la météo du jour pour ma ville qui est favori lorsque j'ai une ville qui est en favori. Et on va commencer à essayer d'implémenter ça. Donc, on va commencer à essayer d'implémenter la notification lorsque j'ai pas de ville en favori. Hop. Et donc, pour créer un petit peu notre implémentation, de quoi on va avoir besoin? On va avoir déjà besoin de notre use case. Donc, on va créer notre use case qui s'appelle retrieve bookmark city weather use case. Et ce qu'on dit, c'est que quand on va exécuter ce use case, on veut être notifié qu'on n'a pas de ville en favori. Donc, ce que j'écris ici, c'est que quand je vais exécuter mon use case, je vais lui fournir une implémentation de ma présentation. Et lorsque le use case va me notifier que j'ai pas de ville en favori, AsBoostMarkCity, qui était à false, va passer à true. Et je vais pouvoir faire mon assertion dessus. Je vais dire que je veux que mon AsBookMarkCity soit vrai. Pour pouvoir exécuter mon use case, je vais avoir besoin de lui fournir une implémentation du repository. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que j'ai un bookmark repository que j'utilise dans d'autres use cases, que je vais fabriquer en utilisant un builder. Donc c'est un builder que j'ai créé qui me permet de fabriquer des fausses implémentations facilement. Donc là, on pouvait aussi faire une implémentation à la volée, mais pour faciliter la lecture, j'aime bien utiliser un builder.
Et donc, ce que je dis, c'est que quand on va appeler la méthode getBookmarkCity de mon repository, eh ben, mon repository va retourner une promesse qui retourne nulle, parce que j'ai pas de ville en favori. Et je vais passer ce repository à mon use case. Et maintenant, je vais faire en sorte que mon code puisse compiler. Donc, je vais créer euh, ma classe use case, avec un attribut qui sera le repository. Hop, donc ça, c'est une interface qui existait déjà, que j'utilisais à un autre endroit. Et je vais avoir une méthode execute dans laquelle on passe une présentation. Et donc maintenant, mon code y compile, je vais pouvoir le lancer. Et là, on va voir que le test échoue. C'est normal parce que j'ai pas encore fait l'implémentation. Et effectivement, c'est le cas. On s'attend à ce que AsBoostMarkCity soit true alors que on n'a jamais été notifié. D'ailleurs, j'ai une typo. OK. Bah maintenant, on va faire l'implémentation. Et l'implémentation la plus simple pour faire passer le test au vert, bah, c'est de notifier tout de suite. Quel que soit le résultat, on notifie qu'on n'a pas de bookmark Et là, si on relance le test, eh ben, on s'attend à avoir le test qui est vert. Super. Bon, sauf que l'implémentation n'est pas encore celle qu'on veut, donc on va refactorer pour pouvoir utiliser l'implémentation qui soit proche de la réalité. Et ce qu'on veut, nous, c'est utiliser notre repository bookmark en récupérant la ville en favori, qui nous retourne une promesse. Et lorsque cette promesse sera résolue, eh ben, on va notifier la couche présentation si jamais bookmark city est faux. Et donc je relance mon test et je m'attends à ce qu'il passe. Sauf que il passe pas et ça je m'y attendais. Je voulais juste vous montrer un petit truc au passage. C'est une problématique liée à l'exécution asynchrone du code JavaScript. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que mon assertion elle est exécutée avant même que le use case soit complètement terminé de se déclencher. Parce qu'on utilise une promesse et du coup on a du code asynchrone qui se déclenche. Et donc moi ce que j'aime bien faire pour contourner ce problème, c'est d'encapsuler l'exécution de mon use case dans une promesse et je vais pouvoir rendre l'exécution du code bloquant avec le async await. Donc j'encapsule l'exécution de mon use case dans une promesse. Et ce que je dis ici, c'est que la promesse sera résolue uniquement si on a notifié qu'on n'avait pas de ville en favori. Et je vais utiliser le async await de ECMAScript 7 qui va donner l'impression que l'exécution du code est bloquante. Et donc, je vais pouvoir relancer mon test cette fois-ci et l'assertion sera exécutée uniquement lorsque la notification sera OK. Pour s'assurer qu'on on n'a pas de régression, on peut faire passer le test rouge pour être sûr que l'implémentation est bonne. Et là, bah, si je notifie plus, mon test va passer rouge parce que effectivement, je notifie plus. Et c'est tout bon, c'est ce qu'on voulait. OK. Maintenant, on va faire notre deuxième test, qui est de s'assurer qu'on récupère bien la météo de la ville lorsqu'on a une ville en favori. Et je vais être un peu feignant, je vais tout dupliquer pour gagner un petit peu de temps. Et donc maintenant, ce qu'on veut, c'est récupérer la météo de la ville en favori. Et pour récupérer cette météo, bah, je vais faire évoluer mon interface de présentation pour dire que je veux être notifié de la météo de la ville en favori. Et cette notification, elle va envoyer une payload qui va être notre weather, qui a une interface qui est daily weather, qui est utilisée partout dans l'application, dans le domaine de l'application. Et donc cette fois, je dis que
la promesse sera résolue lorsqu'on aura récupéré la weather. Et donc bookmark city weather prendra la valeur de la promesse lorsqu'elle aura été résolue. Et donc je vais pouvoir faire mon assertion sur cette valeur. Et ce que je veux ici, c'est que la météo de la ville en favori, ça soit une météo ensoleillée. Et donc pour ça, j'ai un builder qui permet toujours de fabriquer des objets facilement. Et donc on va dire que c'est la météo de Grenoble, parce que aujourd'hui, coup de beau, il fait beau. Alors mon test, ce que je veux maintenant, c'est dire que je vais avoir une ville en favorite. Donc j'ai bien Grenoble qui est ma ville favorite. Et ce que je veux aussi, maintenant, c'est de rajouter un repository qui permet de récupérer la météo. Donc ce repository, il existe déjà. Et je vais pouvoir fabriquer une fausse implémentation avec un builder que j'ai créé aussi pour me faciliter la vie. Et donc je vais pouvoir moquer en quelque sorte lorsque l'appel à la méthode getCityDailyWeather sera appelé. Moi, ce que je vais retourner, c'est une promesse qui retourne une liste de prévisions météo avec notamment la prévision météorologique de Grenoble. Et je vais pouvoir ajouter ce repository à mon use case. Et maintenant, il faut que je fasse tout. On va faire évoluer l'implémentation pour que le code compile. Donc là, je me laisse toujours guider par l'IDE parce qu'il sait bien le faire. Donc il va tout mettre à jour pour moi. Pareil ici. Hop. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis à jour mon use case pour s'adapter aux nouvelles fonctionnalités. Sauf que comme j'ai mis à jour mon use case, mon autre test ne compile plus. Donc il faut que je le modifie pour pouvoir lui passer mon repository. Super. Et ici, implémenter correctement ma couche notification. Donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser des builders aussi, c'est que dès que je change le contrat de l'interface, je suis obligé de remodifier le test, alors que finalement là j'aurais pu simplement utiliser une fausse implémentation en surchargeant uniquement le comportement qui m'intéresse. Bref, Pour information, Martin, il te reste un peu plus de 5 minutes. ok, bon, on va speeder. Ok, bon, mon test compile. Ici, je vais lancer mon test et on va s'assurer qu'il soit bien rouge parce que j'ai pas encore écrit l'implémentation. Ok, c'est bien le cas. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est lorsque on a une ville en favorite, on va écrire l'implémentation. Lorsque j'ai une ville en favori, on va utiliser le weather repository avec la méthode getCityDailyWeather en passant notre ville favorite et on va récupérer une promesse qui nous retourne les prévisions météorologiques. Et donc on va notifier lorsqu'on a reçu cette prévision en retournant la météo du jour. Donc c'est la première dans la liste. On écrit vite. Et là, on s'attend à ce que le test passe. Super. Si on relance tout pour vérifier qu'on n'a pas de régression. Parfait. On a bien on a bien notre use case qui a été implémenté et qui est couvert par les tests. Alors bien sûr, là, il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour l'améliorer. On pourrait gérer des cas d'erreur, notamment le cas où il n'y a pas de météo pour cette ville, ou le cas où on a un problème réseau et on veut afficher un message d'erreur. Donc on pourrait faire en sorte que notre use case gère tous ces différents cas. Là, on va aller vite, on va passer aux couches du dessus. Donc là, on a terminé avec la partie domaine. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de passer à la couche adapters. Et donc, je vais avancer un petit peu dans le temps. J'ai préparé 2-3 trucs pour nous faire gagner un petit peu de temps. Et notamment, j'ai créé des contrôleurs pour le navbar. Donc, pour ma barre de navigation, elle a un contrôleur avec un présenteur. Et donc, on va écrire les tests pour que notre contrôleur appelle correctement notre use case. Alors, notre navbar contrôleur test, ici, on va écrire l'implémentation. On va écrire le test et ensuite, on pourra aller faire l'implémentation. Donc,
ce qu'on veut, c'est créer notre contrôleur. Donc, on a un navbar contrôleur qui utilise un navbar présenteur. Et on va vouloir déclencher une méthode de notre contrôleur pour récupérer la météo de la ville. Et ce qu'on s'attend, c'est de récupérer une mise à jour de notre view model, ce qui sera utilisé par la vue, avec un bookmark city weather qui soit égal à notre météo ensoleillée. Hop, ça on va le sortir. On va le sortir pour l'utiliser. Et notre contrôleur, on va vouloir lui passer le use case. Donc on a créé un use case pour récupérer la météo de la ville. Donc ce use case, on va faire une fausse implémentation avec un builder. Donc j'ai créé pour nous faciliter la vie. Et on dit que quand on va exécuter notre use case, on n'appelle pas la vraie implémentation. On fait juste un mock dans lequel on va appeler tout de suite la notification de la ville en favorite et dans lequel on va passer notre météo qu'on a créé ici. Et ce use case, on va le passer à notre contrôleur. Et c'est parti. Maintenant, on laisse IntelliJ nous guider pour faire compiler le code. Hop. Et si je lance mon test, il doit être en erreur parce que forcément, j'ai pas l'implémentation. Et c'est bien le cas. On s'attend à avoir une météo alors que pour le moment, on a undefined. Pareil, si je veux faire passer mon test au plus vite, il suffit de mettre une fausse météo tout de suite. Et là, le test va être OK. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer notre use case. Et exécuter notre use case en lui passant. Alors, pardon, j'ai fait des bêtises ici, c'est pas le builder qu'on veut utiliser. On veut exécuter notre use case en lui passant notre présenteur. Et notre présenteur ici, il ne fonctionne pas parce que on l'a pas encore fait implémenter notre interface de présentation. Donc on avait créé une interface qui retrieve bookmark city weather présentation que je vois pas. Hop. Et donc on va implémenter cette interface pour dire quoi faire lorsqu'on récupère une météo. Et ce qu'on veut faire, c'est mettre à jour la météo avec ce qui nous est retourné. Et si je relance mon test, il doit être vert. Super. Je vais encore avancer dans le temps pour vous montrer rapidement côté infrastructure à quoi ça correspond, comment on implémente ça dans le framework. Et donc, ce qu'on va faire, c'est dans notre composant navbar, ici, on va utiliser le mécanisme d'injection de dépendance d'Angular qui nous permet de facilement injecter un contrôleur à notre composant. Donc ici, on va lui dire qu'on veut injecter notre contrôleur. Et pour fabriquer ce contrôleur, on a une méthode qui va retourner un new navbar controller. Et pour fabriquer ce navbar controller, j'ai besoin de récupérer le use case. Et j'ai besoin de lui fournir une nouvelle instance du présenteur. Alors, donc ça c'est la syntaxe Angular, hein, c'est pas la peine de forcément retenir tout ce que je vous montre ici.
OK. Et donc en faisant ça, je vais pouvoir créer un contrôleur à chaque fois que Angular va me créer un composant. Alors je suis pas du tout au bon endroit. Je suis allé trop vite. Hop, c'est ici que je voulais me mettre dans le navbar s'il veut bien y aller. Et donc ici, dans mon navbar component, je veux récupérer mon contrôleur que Angular va pouvoir m'injecter grâce à son mécanisme d'injection de dépendance. Et lorsque le composant sera chargé, eh ben, je veux appeler la méthode de mon contrôleur qui va lui déclencher le use case. Et ce que je vais faire, c'est je vais ici récupérer l'objet VM. Alors d'ailleurs, on peut même le faire directement comme ça si on veut. Et dans le template, on va utiliser un composant qui permet de récupérer la météo. Et pour la météo, on a besoin de récupérer notre objet bookmark city weather de l'objet VM. Et cette partie, on l'affichera uniquement si on a une météo. Hop. Et si on regarde dans Angular, à quoi ça correspond, pour vérifier que ce soit bien implémenté. Donc là, on voit qu'on a un appel réseau qui s'est déclenché. Alors, malheureusement, cet appel est hyper long. Et hop, on voit bien la météo de la ville de Grenoble. Alors bon, là, j'ai pas fait le test parce que je voulais gagner du temps, mais on aurait pu aussi faire du TDD ici pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblerait le test. Hop. Je pense, Martin, aussi qu'on peut dire que en fait, ton code est disponible. Ah oui, absolument, ouais. Voilà, et que tu peux montrer aussi que tu utilises d'autres frameworks qu'Angular. Voilà. Mais Ouais, il va falloir ouais. continuer. On va terminer. Bon, c'est pas grave. Bon, je pourrais montrer sur le code. Je vais pousser où il y a la même l'utilisation d'Angular dans React et dans Vue.js. Donc comme ça, vous pouvez comparer. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est vrai que l'utilisation de la clean architecture dans le cas de la mission avec Rémi et Christophe, ça a été vraiment intéressant parce qu'on a pu migrer une application contexte, une application legacy en douceur, mais surtout, on a pu utiliser des pratiques de développement avec laquelle l'équipe était à l'aise. L'équipe faisait plutôt du back-end et donc on a pu utiliser des pratiques du back-end dans le développement front-end. On a pu faire du TDD facilement. Et l'équipe qui n'avait presque jamais fait très peu de front-end ou en tout cas maîtrisait pas les frameworks utilisés, ils ont pu contribuer sans aucune difficulté au développement de l'application. Après, on peut même aller voir plus loin et on peut même se dire qu'on garde la même base de code pour une application mobile ou même back-end, si on a un langage qui tourne sur toutes les plateformes, puisque nos règles métiers seraient identiques. Et donc, le message aujourd'hui que j'essaie de vous faire passer, c'est de vous méfier des frameworks et outils, même s'ils nous apportent beaucoup d'aide. Il y a des cas, il y a des fois où ils sont très pratiques et on va vouloir s'en servir, mais il y a des cas où on va essayer de s'en méfier parce que les développeurs de framework, ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Eux, leurs objectifs, c'est d'avoir le plus de développeurs possible qui utilisent leur framework, alors que nous, nos objectifs, c'est de développer des applications de qualité, ce qui ne sont pas les mêmes. Et donc, on peut avoir des divergences à un moment. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de se méfier. Et la clean architecture nous aidera à faire ça. Alors, bien sûr, il y a d'autres manières d'atteindre à nos objectifs d'application de qualité. Et donc, j'espère que ça vous a donné un petit peu envie d'aller plus loin. La clean architecture, ce qui est important, c'est de ne pas respecter à la lettre tout ce qui est décrit dans le bouquin, mais c'est de respecter quelques principes, notamment ce principe de séparation des règles métiers par rapport à l'infrastructure. Et je vous ai mis quelques références, quelques articles à aller voir si vous voulez aller plus loin, et aussi le lien vers le repository GitHub dans lequel vous retrouverez cette application si jamais vous voulez voir un petit peu plus comment ça fonctionne, ou même si vous voulez contribuer pour fournir une implémentation dans un autre framework. C'est avec grand plaisir. Et je vous remercie. Je remercie aussi beaucoup Rémi et Christophe qui m'ont aidé à aller dans cette direction et qui ont permis de mettre
de mettre au point ce talk, puisque sans eux, j'aurais peut-être pas fait de clean architecture. Et je ne sais pas s'il nous reste encore beaucoup de temps pour répondre à quelques questions. Oui, alors Avec plaisir. je vais reprendre la main. Merci beaucoup, Martin, pour avoir relevé ce défi aussi de présenter en fait ce travail en fait qui est assez nouveau, qu'on avait regardé, il n'y avait pas grand-chose, donc de le faire en moins d'une heure, c'était pas évident. Donc je te remercie beaucoup. À tout le monde, j'ai mis là dans le chat en fait un lien pour faire un retour pour Martin et pour nous. Voilà. Je propose qu'on ait juste le temps de prendre une question et d'être assez rapide pour garder du temps pour la deuxième session avec Nastasia. Voilà. Alors bon, bah, pour l'instant, il n'y a qu'une question, donc je vais Ouais. répondre à celle-ci. Gaëtan, ouais, tout à fait. Euh, Après, il ne faut pas s'interdire d'utiliser une librairie, hein, si elle nous apporte beaucoup de bénéfices, mais utiliser une librairie comme Redux, en fait, on peut le faire en 15 lignes de code si on veut utiliser juste les fonctions de base. Et donc, ce qu'on avait fait, bah, c'était de réimplémenter le gestionnaire de publish subscribe de Redux. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré là en live coding, mais dans le repo, si vous voulez aller voir, il y a cette implémentation de- de- d'inscription à un changement d'état et de publication de changement d'état pour pouvoir essayer de réécrire en quelque sorte cette librairie de state management. Mais si l'outil nous apporte beaucoup de bénéfices et qu'on est dans un contexte où on peut se permettre de dépendre d'une librairie, il n'y a pas forcément de mal à le faire. C'est là où il faut essayer de rester pragmatique, euh, se méfier des frameworks pour pas, des librairies pour pas les utiliser à tout bout de champ, c'est une bonne idée, mais s'interdire d'utiliser le moindre librairie, ça peut être aussi dangereux. Et ça va dépendre de notre contexte. Si on fait une application qui a une durée de vie de 10 ans, bah là, on va essayer d'utiliser le moins de librairies possible. Mais si on essaie d'écrire un POC ou si on essaye de faire une application qui va pas avoir une durée de vie très longue, il n'y a pas forcément de mal à dépendre de librairie ou de framework. Tout dépend du contexte. Voilà. Ben, un grand merci à toi, Martin. Ben, on mettra le lien là peut-être sur ton repo de GitHub, là dans le chat. Voilà. Et de toute façon, vous pouvez toujours nous recontacter, on mettra les slides. Et puis, comme on a dit au début, la session a été enregistrée et sera diffusée. Voilà, donc si vous voulez revoir petit à petit et nous contacter pour avoir plus d'informations si vous voulez. Donc, je vous remercie. Et puis, je vais laisser la place maintenant à Laurent et Nastasia pour la suite.